La procédure pénale en République démocratique du Congo. La procédure pénale, autrement appelée droit pénal de forme, est réglementée en République démocratique du Congo par les décrets du 6 août 1959 portant code de procédure pénale, mais aussi il y a la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ces jours. L'on cite également les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal, ainsi que la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. La procédure pénale se présente comme un trait d'union entre, d'une part, l'infraction et la sanction de l'autre part. L'infraction, de manière brève, est considérée comme la violation de la loi pénale. Cette violation qui est assortie d'une sanction. Et en République démocratique du Congo, le Code pénal, en son article 5, énumère les différentes sanctions ou encore des différentes peines qui sont reconnues dans notre droit positif. Il s'agit de la peine de mort, la peine des travaux forcés, la servitude pénale, la peine d'amende et bien encore. Pourquoi le législateur a-t-il pensé à établir ou encore à mettre en place de peines qui doivent jouer un rôle de sanction, bien évidemment, eu égard à un comportement qualifié d'infraction? C'est tout simplement parce que l'État, dans ses attributions, il doit établir l'équilibre social lorsque ce dernier est entaché par un fait infractionnel, par exemple. Et de cela, la sanction comporte des caractères ou encore de fonctions qui sont soit éducatives, soit pédagogiques, pour prévenir et aussi intimider. Alors, au milieu de l'infraction et la sanction, se trouve l'auteur de l'infraction. Et c'est là que intervient la procédure pénale, en vue d'engager la responsabilité de celui qui poserait un acte infractionnel pour l'amener soit à être sanctionné par une de peines prévues par le Code pénal dans son article 5, soit être acquitté eu égard aux circonstances qui entourent la commission de ces faits. Le droit pénal en général est fondé sur un principe majeur qui est la légalité des délits et de peines. Ce principe veut tout simplement que tout comportement, avant que ce dernier soit érigé en infraction, il doit être préalablement inscrit dans un texte de loi qui les reconnaisse. Mais aussi, toute sanction, avant d'être appliquée, il doit y avoir un texte de loi qui le consacre. Ces principes s'est étendu jusqu'à la procédure où on ne peut appliquer une procédure sans que ces derniers soient organisés par un texte de loi. Quant à la personne ou encore à l'auteur d'une infraction, s'applique sur lui un principe universel. Bien que chaque État a son droit de procédure, il y a des principes qui sont universels, notamment celui de la présomption d'innocence. La présomption d'innocence est un droit qui est reconnu à toute personne qui est accusée d'avoir commis une infraction, d'être présumé innocent jusqu'à ce qu'il y ait une décision définitive du juge qui trancherait sur la situation. Alors, pour arriver à cette décision, il y a des étapes à suivre. En procédure pénale, il y a 3 phases. La première phase, qui est la phase préparatoire, autrement appelée la phase préjuridictionnelle. Il y a la deuxième phase, qui est appelée phase juridictionnelle. Et la troisième phase, qui consiste à l'exécution de la décision. Dans la première phase est procédé
l'instruction préparatoire. D'abord, il faudrait relever le point qui consiste à déterminer comment est-ce que l'autorité compétente arrive à être informée du fait. L'autorité compétente arrive à être informée du fait soit par constat, soit encore par plainte. C'est les cas où la victime elle-même vient soumettre le fait, ou encore par dénonciation lorsque un tiers va raconter les faits à l'autorité compétente. Et ces différents moyens d'information donnent lieu à un PV qui peut être rédigé soit par l'OPJ à la limite de ses attributions et compétences, soit par l'OMP. L'OPJ, c'est l'officier de police judiciaire et l'OMP, c'est l'officier du ministère public. L'OPJ, en établissant les PV, il y met des informations nécessaires requises par la loi, entre autres les résumés des faits. Il entend le présumé auteur de l'infraction et auditionne aussi les témoins s'il y a lieu. À l'issue de la rédaction de ces PV, l'OPJ transmet le dossier à l'OMP au vu de l'instruction préparatoire. Pendant l'instruction préparatoire, l'OMP procède aux enquêtes en vue de réunir les éléments nécessaires pour pouvoir fonder l'action. Dans le cadre de ces enquêtes, débordées, il arrive que l'OMP concède à l'OPJ certaines compétences pour pouvoir réaliser certaines tâches relatives à l'enquête. C'est le cas où l'OMP, sur base de réquisition d'informations, il peut demander à l'OPJ de pouvoir procéder au devoir d'enquête, à la visite domiciliaire ou encore à certaines perquisitions. À l'issue de cela, l'OMP va prendre une décision, soit de classer l'affaire, soit de poursuivre en saisissant les tribunaux. Les affaires qui ne nécessitent pas que ces derniers soient poursuivis au tribunal, dans la limite de la loi, peuvent être traitées par la sanction qui a été si haut énumérée aussi, par amende. Et dans cette hypothèse, on parle de l'amende transactionnelle. Ce sont des amendes qui sont données pendant la phase préjuridictionnelle. Mais lorsqu'il s'agit des infractions qui ne peuvent pas être réglées sur base de l'amende transactionnelle et que tous les faits sont réunis, l'OMP prend la décision de saisir les tribunaux et il les fait en fixant la requête aux fins de fixation de date d'audience. Cette saisine du tribunal exercée par l'officier du ministère public est appelée la citation à prévenir. Toutefois, il n'y a pas que la citation à prévenir comme mode de saisine du tribunal. Il y a plusieurs modes de saisine du tribunal qui sont organisés par la loi de la procédure pénale en République démocratique du Congo. En dehors de la citation à prévenir, il y a la citation directe, il y a la sommation, il y a la conduite immédiate du délinquant devant le tribunal et il y a la saisine d'office. Mais rappelons que de personnes bénéficiant de privilèges de juridiction, les affaires leur concernant sont portées devant le tribunal que par voie de citation à prévenir. La citation directe dans ces cas ne sera pas recevable. Parlons de mode de saisie en général. La saisie permet à ouvrir un dossier devant le juge. Et pour la citation directe, par exemple, qui consiste pour une victime ou encore la partie civile d'aller ouvrir l'action devant le juge, cela ne requiert pas la phase préparatoire ou encore la phase préjuridictionnelle parce que l'action va directement devant les juges. L'action va directement
vers la deuxième phase. Et une fois que l'action est ouverte, il y a des préalables à prendre en compte. Et ces préalables sont notamment les délais où intervient la prescription et aussi la compétence du tribunal. Dans les délais, nous voyons la prescription qui est un délai en dehors desquels une personne doit exercer son droit de pouvoir introduire une action. De passer ces délais, l'on perd son droit. Et en droit pénal, en matière d'infraction précisément, il y a de ces infractions qui se prescrivent en 5 ans et d'autres qui sont imprescriptibles ou encore d'autres qui se prescrivent en 10 ans et bien encore. Les infractions imprescriptibles sont notamment les infractions organisées par le statut de Rome. À titre d'exemple, les crimes de guerre, les crimes de génocide. Ce sont ces infractions qui, lorsqu'elles sont commises, il n'y a pas de délai pour pouvoir poursuivre une telle action. Mais l'infraction de vol, par exemple, dépasser un délai, l'action ne peut plus être poursuivie parce que c'est à ça même que sert la prescription. L'on suppose que le fait de vivre avec cette culpabilité pendant un bon moment constitue en soi-même une sanction. Parlons de la compétence du tribunal. Le tribunal en matière pénale est compétent sur base de soit la compétence matérielle, soit la compétence territoriale. La compétence matérielle est fondée sur base du taux de la peine attribuée à une infraction déterminée. Pour les infractions qui sont punies de moins de 5 ans de servitude pénale, c'est le tribunal de paix qui est compétent. Et pour les infractions qui sont punies de 5 ans de servitude pénale allant jusqu'à la peine de mort, c'est le tribunal de grande instance. Mais il y a lieu aussi de soulever la compétence personnelle où on parle du juge naturel dans la mesure où cette compétence peut être collée à la qualité du délinquant. C'est là où nous parlons de personnes qui bénéficient des privilèges de juridiction. Il y a de ces personnes, en posant des actes infractionnels, le juge de paix ne peut pas être compétent, bien que l'infraction peut être de son ressort, y égard du taux de la peine appliquée, mais plutôt, y égard à la qualité du délinquant, le législateur a estimé qu'il y a de ces circonstances où certains juges ne peuvent pas juger un prévenu qui peut avoir une qualité influente. Il y a des autorités qui ne sont justiciables que devant la cour d'appel. Après avoir analysé la question de la compétence, parlons du déroulement de l'audience. D'abord, il faudrait signaler que pendant les audiences, le tribunal doit être composé de manière régulière. Et en matière pénale, le tribunal est composé de 3 juges, dont un président, du ministère public ainsi que du greffier. Chacune de ces parties a un rôle à jouer dans le procès. Le ministère public fait ses réquisitions, les greffiers notent tout ce qui se passe dans la salle d'audience et le juge a la police du débat. Quant à la composition des autres parties dans le tribunal, lorsque un tribunal est saisi, le juge doit se rassurer du caractère contradictoire, c'est-à-dire il faudrait se rassurer du droit de la défense, bien évidemment, que toutes les parties au procès soient présentes et que ces dernières soient en mesure de soumettre leurs moyens de défense. Voilà pourquoi, en dehors du ministère public qui a l'action principale en matière pénale, il y a la victime
qui peut bien évidemment être dans le procès en se constituant partie civile. Parce que cette dernière, en matière pénale, vient pour non pas demander la condamnation qui est de l'apanage et de l'attribution du ministère public qui exerce l'action publique. Cette dernière vient réclamer réparation du dommage causé du fait de l'infraction sous examen. En dehors de la victime, il y a l'accusé, autrement appelé prévenu, qui doit être présent en vue d'assurer sa défense. Pendant les procès, le juge doit s'assurer que le prévenu est assisté d'un avocat. En absence d'un avocat, le juge peut ordonner à ce qu'il soit attribué à ces derniers un avocat d'office en vue de garantir le droit à la défense à ces derniers. Pendant les audiences, le prévenu soumet ses moyens de défense. La victime soumet également ses demandes en réparation et le ministère public demande la condamnation de l'infraction mise en cause. À l'issue du débat, le président ou encore le tribunal devra prendre une décision. Une fois que le débat clôturé, le tribunal prend l'affaire en délibéré pour se prononcer dans les délais de la loi qui est normalement de 8 jours. Une fois que la décision est prononcée, cette dernière peut jouer en faveur tout comme en défaveur de l'accusé. Si l'accusé est acquitté, celui-ci est immédiatement libéré, selon les cas, si par exemple ces derniers s'est retrouvé en détention préventive. Mettons une pause pour expliquer c'est quoi la détention préventive. La détention préventive est une mesure de privation de liberté temporaire pendant le déroulement de la procédure. Elle intervient lorsque les magistrats estiment qu'il y a des indices sérieux de culpabilité au chef de l'auteur présumé de l'infraction. Ou encore lorsqu'il y a peur que ces derniers puissent fuir, ces derniers peuvent demander au juge de pouvoir se prononcer sur la détention préventive de ces derniers. Alors, il arrive que durant le déroulement de l'audience, le présumé auteur de l'infraction se trouve privé de sa liberté jusqu'à ce que la décision soit prononcée, la décision définitive soit prononcée par le juge. Alors, si ce dernier est acquitté, il est immédiatement libéré, mais a la possibilité de demander le dommage et intérêt du fait du préjudice subi, entre autres, sa privation de liberté. Mais si ce dernier n'était pas en détention préventive, le juge ordonne les relâchements immédiats et les frais de justice qui ont été engagés au fin de cette procédure sera à la charge soit du trésor si la partie civile ne s'était pas constituée, soit à charge de la partie civile si l'action était initiée par citation directe ou encore si cette dernière s'était constituée partie civile. Mais dans l'hypothèse où le présumé auteur de l'infraction est condamné, le juge ordonne son arrestation qui peut être soit immédiate, soit intervenir dans les jours qui suivent. Et ces dernières doivent donc être soumis à l'une de peines prévues par le Code pénal congolais, précisément dans son article 5. Parlons de l'exécution du jugement. Durant l'exécution du jugement,
le condamné a encore d'autres options, entre autres le droit ou encore ce qu'on appelle le privilège de double degré de juridiction. C'est un droit qui lui est accordé de pouvoir soit interjeter appel, soit de faire opposition à la décision qui a été rendue, qu'il estime être à sa défaveur. On parle ici de voies de recours en général. Et ces voies de recours sont soit ordinaires, ce que je viens de citer tout à l'heure, l'appel ou encore l'opposition, ou encore elles sont extraordinaires. Là, on parle de la révision et de la cassation. Si le condamné exerce son droit de voie de recours, l'exécution de la condamnation est suspendue pendant cette période. En exerçant son droit de recours, que ce soit l'appel ou l'opposition, l'affaire s'ouvre à nouveau et ce dernier devra attendre la décision du juge d'appel afin de savoir de ce qui est son sort. Le juge d'appel peut soit confirmer ou infirmer la décision. Une fois que le juge d'appel s'est prononcé et que le jugement confirme la condamnation de ce dernier, il y a deux personnes habilitées à suivre l'exécution de ces jugements. Dans les cas des condamnations d'amende, c'est le greffier qui fait le suivi de l'exécution de ces jugements. Dans les cas de condamnation de peine de servitude pénale, par exemple, ou encore de travaux forcés, c'est le ministère public qui s'assure de l'exécution de cette condamnation. Et la partie civile peut se charger de suivre l'exécution de la condamnation relative aux demandes que cette dernière a eu à soumettre au moment où elle demandait réparation de préjudice subi du fait de l'infraction commise par le condamné. Une fois que le condamné est dans une situation où il doit purger une peine de servitude pénale, par exemple, couramment appelée la prison, le moyen ou encore les voies de sortie ne sont pas closes. Bien que le jugement soit devenu inattaquable parce que ce dernier a épuisé tous les voies de recours, que ce soit ordinaire et extraordinaire, ce dernier peut toujours faire une demande de libération conditionnelle. Mais pour faire cette demande, il y a des conditions préalables. Par exemple, dans les cas de servitude pénale qui ne sont pas à perpétuité, il faudrait avoir, ne serait-ce que purgé un quart de la peine et pouvoir ensuite envisager faire une demande de libération conditionnelle. Dans les cas de la servitude pénale à perpétuité, il faudrait avoir purgé 5 ans de servitude pénale pour pouvoir envisager une demande de libération conditionnelle. Et les autorités compétentes en ce sens vont analyser la demande et s'il y a lieu, pouvoir l'octroyer. Et cette demande est octroyée sur base d'un arrêté du ministre de la Justice. Toutefois, hormis la libération conditionnelle, il y a aussi certaines mesures exceptionnelles que l'on retrouve dans des situations où une personne se retrouve condamnée. On cite dans ces cas l'amnistie ou encore la grâce présidentielle.